Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés d'Omerta. Je suis très ravie de vous annoncer une très bonne nouvelle, la sortie de notre nouveau hors-série Ukraine, la guerre sans fin, disponible dans plus de 5000 kiosques partout en France et également sur notre site internet www.omertamedia.fr. Merci pour votre soutien, vous êtes là pour nous et vous pouvez compter sur nous. À vos kiosques. Régis Le Sommier, plus sérieusement, que se passe-t-il? Vladimir Poutine appelle les soldats ukrainiens à se rendre aux forces russes. Parce que là, ça va pas du tout dans la région de Koursk, qu'on se dit les choses. Là, ils sont en train de tout perdre alors qu'ils contrôlaient la région. Donald Trump, lui, dit qu'il a des contacts avec le Kremlin. Il a supplié Vladimir Poutine d'épargner des vies ukrainiennes. On ne sait pas. Vladimir Poutine ne répond pas. Que se passe-t-il? Le président américain est à la manœuvre. Pourquoi cette latence, Régis Le Sommier? Que se passe-t-il réellement? Moi, je dirais, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je dirais qu'on est dans un plan qui se déroule. Il y a eu cette réunion de Jeddah où, d'abord, Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec Mohammed bin Salman, qui est l'hôte des pourparlers. La délégation, parce qu'il s'est pas mis en avant, donc c'est Andrei Yermak, son directeur de cabinet, qui a mené cette négociation. Et puis il y a eu un accord, c'est-à-dire que l'Ukraine, avec les États-Unis, a dit on est d'accord pour arrêter la guerre pendant 30 jours, pour faire un cessez-le-feu. Ensuite, l'envoyé de Trump est allé à Moscou pour répondre, et puis là, patatrac, en effet, vous avez raison, ça se passe mal du côté de Koursk, que les Ukrainiens, à la suite d'une manœuvre assez audacieuse des Russes, sont en train de perdre du terrain, et vraiment beaucoup. Et puis, il y a Vladimir Poutine qui apparaît, et il est en treillis. C'est la première fois qu'on le voit sur le front de Koursk, des pieds à la tête. Même à l'époque, vous savez, où il voulait traquer les terroristes dans les chiottes, à l'époque de la Tchétchénie, on l'avait jamais vu en uniforme comme ça. On l'a vu en uniforme de la marine quelquefois, mais en treillis complet. Rien n'est laissé au hasard, Régis Le Sommier, bien sûr. Dans quel but? Alors, dans quel but? Dans le but de nous dire, tout à coup, très méchant, il nous dit les Ukrainiens seront traités, les soldats ukrainiens sur le territoire russe seront traités comme des terroristes. Les mercenaires n'auront pas le droit aux conventions de Genève. Ça, c'est pas le langage de quelqu'un qui va mettre sa signature sur un voilà. La diplomatie russe, c'est quelque chose, c'est une horloge, c'est minuté. Juste avant, Sergueï Lavrov avait dit aux Européens: ne croyez pas, n'imaginez pas que vous pourrez envoyer des troupes en Ukraine, c'est hors de question. Ensuite, il y a Yuri Oukachov, qui est le conseiller de Poutine, qui dit la proposition de Trump, ça va être niette, ça va juste permettre à l'armée ukrainienne de souffler, de se reconstituer, donc c'est pas possible. Et le soir même, dans un décorum particulier, avec Alexander Loukachenko, le président biélorusse. Et vous retenez bien pourquoi le biélorusse, parce que Minsk, les accords de Minsk. Mais oui. Et Poutine utilise ce timing pour rappeler ces accords, parce que c'est son obsession, Poutine. Il a peur que s'il signe, on lui refasse le même coup que Minsk, c'est-à-dire que les accords ne soient pas garantis, et puis que ça permette justement à l'Ukraine de reprendre le dessus. Donc, et là, on ne s'y attendait pas, et Poutine dit oui, nous allons examiner le cessez-le-feu de 30 jours. Alors qu'il n'était pas d'accord avant et qu'on lui déconseillait ce cessez-le-feu? Pourquoi on lui déconseille? Parce que son armée avance. Mais pourquoi lui l'accepte? Alors il l'accepte parce qu'il ne veut pas froisser Donald Trump. Il joue une partition, les deux. Donald Trump veut accélérer les processus de négociation, il veut la paix. Et vous voyez, Donald Trump a quand même quelque chose d'assez étonnant, c'est que il explique qu'il ne veut pas que les soldats ukrainiens meurent. Il y a un certain nombre de soldats qui sont pris dans la nasse, on ne sait pas combien exactement, mais qui sont encerclés à Koursk. Et Donald Trump demande expressément à Vladimir Poutine ce soir s'il peut épargner la vie des soldats. Vladimir Poutine lui répond: si ces soldats se rendent en bonne et due forme, s'ils déposent les armes, leur vie sera épargnée et nous les traiterons convenablement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un échange, il y a un dialogue. Alors évidemment, on est loin d'avoir réglé tout, parce que quand Poutine dit OK pour le cessez-le-feu, on ne sait pas quand. Il faut un pacte de sécurité autour,
il y a bien d'autres choses. Moi, j'ai écouté ce qu'il raconte, parce que ça dure et il raconte, il explique qu'il y a 2000 kilomètres et qu'il faut observer les deux côtés, qu'il y ait des observateurs des deux côtés, pour que l'un ne profite pas de la situation et je vous dis, ce qu'il y a derrière, c'est les accords de Minsk qui n'ont jamais été respectés, signés en 2014, 2015, et qui, finalement, qui restent dans l'esprit de Poutine, et il a peur, enfin, ce qu'il ne veut pas, c'est se faire avoir. Mais que veut-il exactement, Régis Le Sommier, Vladimir Poutine? Il veut quoi? C'est quoi ces conditions exactes? Je pense qu'il y a des conditions de levée de sanctions. Les sanctions européennes sont celles qui frappent le plus la Russie, mais il y a des sanctions américaines qui sont importantes. D'ailleurs, Donald Trump a remis le turbo. Il a dit Poutine m'a répondu, mais je vais quand même mettre des sanctions. Donc il y a des menaces de sanctions à nouveau. Donc si vous voulez, les deux hommes sont dans un dialogue qui est pas fermé. Ils ne veulent surtout pas que ça se ferme. Ils négocient. Et quelque part, nous, faut quand même reconnaître qu'on est un peu à côté. On n'est pas à la table des négociations. On parle d'augmenter nos budgets de la défense. C'est très bien de se réarmer, etc. On va probablement avoir à s'occuper de l'Ukraine. Par contre, malheureusement, je suis pas du tout certain qu'on puisse envoyer des troupes. D'abord, mais personne n'a envie d'envoyer des troupes en Ukraine. Emmanuel Macron l'envisageait, Keir Starmer l'envisageait. Les Allemands ne le veulent pas, les Polonais ne le veulent pas, les Italiens non plus. En fait, c'est encore la discorde chez les Européens. Ce que montre tout cet épisode, toute cette séquence qui a commencé avec le clash entre Volodymyr Zelensky et Trump à la Maison-Blanche, qui s'est poursuivi par l'Europe, qui se dit mince, il faut qu'on prenne en main notre destin. Et on s'aperçoit que finalement, on en est loin. Et qu'on est un peu écarté d'un processus. Mais c'est pas un peu, Régis Le Sommier, on est totalement écarté. D'un processus qui va arriver. Qui peut arriver à des négociations et à une paix. Mais oui, mais quelle humiliation! L'Europe dans tout ça, pardon. On est en train de négocier pour nous les frontières de l'Europe. Non mais quand même, c'est quand même une dinguerie, pour un conflit qui se passe sur le continent européen. Mais c'est hallucinant. Et c'est hallucinant. Et nous, alors bon, Emmanuel Macron, ce soir, attention, il appelle Vladimir Poutine à réagir. Mais j'ai envie de dire, franchement, je respecte énormément Emmanuel Macron, c'est notre président, mais... Ça prête à sourire. Quel est le poids de la voix d'Emmanuel Macron dans ce conflit? Écoutez, et s'il y avait eu une voix, ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump, il faut qu'Emmanuel Macron profite de Donald Trump. Ça peut être intéressant, et c'est aussi intéressant pour Donald Trump d'avoir un bad cop dans l'histoire, c'est-à-dire un type qui représente les Européens. Ursula von der Leyen est sur la touche, parce que Donald Trump ne veut pas parler à Bruxelles. Donald Trump veut parler aux leaders des pays. Et c'est là où il y a une fenêtre d'opportunité pour Emmanuel Macron, qui s'est déjà rendu à Washington, qui sait parler quelque part à Donald Trump, même s'il n'y a pas beaucoup d'effets jusqu'à présent. Et donc c'est intéressant, je pense, pour la France peut-être, qui a l'armée la plus performante en Europe, qui quelque part peut, je dirais, servir d'aiguillon pour les autres. Vous regardez l'Allemagne, il y a quasiment plus d'armée en Allemagne, même s'il y a du matériel militaire, si vous voulez, mais les Allemands savent plus faire la guerre. Les Britanniques, il y a toujours le fighting spirit, même si leur armée, elle a été beaucoup réduite. La nôtre, elle est squelettique aussi par rapport à ce qu'elle pourrait être. C'est 40 ans de réduction des budgets militaires dont on découvre aujourd'hui qu'on est presque à poil. C'est ça le truc. Par rapport à une armée russe qui, évidemment, en 3 ans de conflit, et une armée ukrainienne aussi, parce que, vous savez, moi, on entend souvent, on va former les Ukrainiens. Je pense qu'aujourd'hui, les Ukrainiens pourraient nous former. Parce que, vu l'évolution de la guerre, notamment l'usage des drones, et d'un conflit de haute intensité, on n'a pas cette expérience. Mais non, et nous, on n'a pas cette possibilité. Ni les moyens, on n'a aucun moyen de mener une guerre de haute intensité. On vous le dit, c'est ce que Sébastien Lecornu essaye avec son bâton de pèlerin de nous expliquer. Et puis de toute façon, même si on réarme, imaginons, on va réarmer, mais ça va prendre du temps. Mais ça va prendre 5 ans au minimum, plus vraisemblablement 10 ans. Alors on fait peur aux Français, on agite le chiffon rouge. Aujourd'hui, c'est maintenant que cette guerre, elle doit se... Et ce qui serait intéressant, c'est qu'on parle un peu de paix. C'est-à-dire, vous avez un Donald Trump qui a tous les défauts de la Terre, si vous voulez, on peut ne pas l'aimer, etc. Mais il est obsédé par l'idée d'arrêter cette guerre. À chaque fois, il parle des hommes qui meurent. Je pense que c'est sincère chez lui. Je suis pas tout à fait sûr que ce soit aussi sincère chez Poutine. Il y a beaucoup de cynisme, mais en attendant, je pense qu'il y a un intérêt pour tout le monde et pour la Russie qui a quand même souffert de ces sanctions. Donc il y a aussi, les Américains ont aussi des leviers avec des sanctions qui pourraient être levées contre la Russie. Le fait qu'ils aient
réintégrer la Russie dans le concert des nations et dans la sphère internationale, puisque avant Poutine était un paria, enfin peut-être pas pour le reste du monde, mais en tout cas avec l'Occident, il y a une fenêtre d'opportunité et Poutine serait bien idiot, à mon sens, de la laisser tomber. Et je pense que étape par étape, on verra si on arrive à 30 jours de cessez-le-feu, ce qui serait déjà extraordinaire. Qui a la main, selon vous, entre Vladimir Poutine et Donald Trump? Qui a la main aujourd'hui? Pour moi, c'est incontestablement Vladimir Poutine. Vu que le sort des armes lui est favorable, vu que après que son armée est piétinée et raté son début de guerre, elle a appris de ses défauts et elle a réussi, on va dire, à reconstituer un front et à reprendre du territoire, à refaire des opérations, on va dire, rationnelles et progressivement à grignoter. Aujourd'hui, le problème, c'est l'armée ukrainienne, avec l'absence de réserve, le fait qu'on le voit bien, ces vidéos sont absolument atroces, où vous avez des sergents recruteurs qui rôdent dans les villes, prêts à prendre des hommes en âge d'aller combattre pour les envoyer au front. Moi, j'ai un ami ukrainien qui a, pour sortir d'Ukraine, pour ne pas aller dans les tranchées, a appris par cœur un manuel de fabrication d'hélicoptères pour faire croire à la frontière qu'il allait en Angleterre chercher des pièces pour l'armée. Vous vous rendez compte? C'est dingue. Il a passé 1 mois à se faire « je suis ingénieur en aéronautique et je vais en Angleterre ». Voilà. Donc c'est des ruses comme ça que les Ukrainiens utilisent pour quitter leur pays, parce qu'ils ne veulent pas aller dans les tranchées, parce qu'ils savent qu'un fantassin là-bas, il a une durée de vie absolument terrible. Vous savez aussi le phénomène des drones. Oui, vous en aviez parlé. Bah oui. Mais les drones, être opérateur de drones, ça vous donne une durée de vie au combat plus importante, on va dire, que fantassin. Donc il y a aussi des manières d'essayer, mais c'est préserver sa vie dans un conflit qui est comme Verdun, c'est Verdun avec les drones. Donc si vous voulez, moi j'imagine, et j'ai ce souhait-là, que on est en 1917, cette horrible bataille de Verdun, même si c'est les Français qui la gagnent à la fin, il y a un homme tout à coup qui arrive et qui dit « moi je peux l'arrêter ». Aujourd'hui, cet homme, c'est Donald Trump. Alors, on le déteste, tout ce qu'on veut, mais il est entêté d'arrêter cette guerre. Moi, je trouve que c'est bien d'arrêter cette guerre. Je l'ai couvert. C'est Trump qui a la main, alors? C'est un peu les deux. C'est-à-dire que, voilà, on verra in fine qui... mais je pense que il peut se produire quelque chose pour qui fasse que finalement la promesse de campagne de Donald Trump, qui a été d'être l'homme de paix, eh bien elle se fasse là, qu'elle se fasse aussi à Gaza, on le souhaite. Voilà.